Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'inégalité de Holder, donc j'ai changé un petit peu de format, je vais faire ça sous forme d'un PowerPoint. Donc c'est un sujet qui est tombé à Central, mais pas sous cette version-là. Donc là, on va démontrer l'inégalité de Holder intégrale, alors qu'à Central, ce qui est tombé, c'est l'inégalité de Holder sur les variables aléatoires. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser. Donc je prends P et Q, ce qu'on appelle des exposants conjugués, donc c'est des entiers tels que 1 sur P plus 1 sur Q égale 1. Je prends F et G, deux fonctions telles que F à la puissance P en valeur absolue et valeur absolue de G à la puissance Q sont intégrables sur 0,1. Je montre premièrement une inégalité de concavité en choisissant une fonction intelligemment choisie. Deuxièmement, je montre l'inégalité suivante qui s'appelle l'inégalité de Holder dans le cas particulier où je prends ces intégrales-là qui valent 1. Et la troisième question, en fait, c'est de démontrer en fait, dans le cas général que l'on a l'inégalité de Holder, qu'il n'est pas nécessaire de prendre cette hypothèse d'intégrale égale à 1. Allez, donc on est parti pour la première question. Donc en fait, la fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction logarithme. Elle est deux fois dérivable et sa dérivée est donnée par moins 1 sur x carré pour x strictement supérieur à 0. Donc ln, sa dérivée seconde, elle est négative toujours, de sorte que moins ln soit convexe, donc ln est concave. Maintenant, je vais poser AB dans des réels positifs, en fait plutôt des réels non nuls. Et je vais poser du coup U égale valeur absolue de A à la puissance P, V égale valeur absolue de B à la puissance Q. Je vais poser T égale 1 sur P, qui est effectivement dans 0, 1. Et donc, par hypothèse sur les exposants conjugués, 1 moins T, ça va valoir 1 moins 1 sur P, donc 1 sur Q. Et donc j'utilise l'inégalité de concavité, donc j'ai ln de ut plus 1 moins tv supérieur ou égal à t ln de u plus 1 moins t ln de v. J'ai juste en fait à remplacer u du coup par a à la puissance p, t par 1 sur p, 1 moins t par 1 sur q, pardon, 1 moins t par 1 sur q, oui c'est ce que j'ai dit, et v par du coup valeur absolue de b à la puissance q. Donc au final, j'obtiens cette inégalité-là. Et en particulier, j'ai une propriété de morphisme du logarithme népérien, c'est que ln de a à la puissance p, ça fait pln de a. Donc au final, les p et les q vont simplifier et je vais avoir cette inégalité. Donc on est pas mal, il nous manque plus que d'appliquer l'exponentielle et il faut bien justifier ce qu'on fait. Donc il faut dire que j'applique l'exponentielle qui est croissante, qui ne change pas le signe des inégalités. Et bien j'obtiens l'égalité voulue, toujours en ayant une propriété de morphisme, cette fois-ci de l'exponentielle, c'est que l'exponentielle de ln de a plus ln de b, ça va faire ab. Donc c'est ça qui va nous donner le résultat qu'on voulait. Maintenant, question suivante, on pose donc de manière innocente que cette intégrale-là, on va l'appeler norme de fp. En fait, c'est la norme LP de f, mais pour simplifier la notation, je la note norme de fp. Pareil, norme de gq. Et donc l'intégrale de la valeur absolue de f avec g, le produit, c'est ce qu'on appelle la norme 1 de fg. Donc au final, il faut montrer que norme de fg1 inférieure ou égale à norme de fp fois norme de gq. Donc les applications qu'on a définies, en fait, c'est des normes d'après le cours. Je considère f et g deux fonctions telles que f puissance p et g puissance q sont intégrables sur 0,1. Je prends t dans 0,1 et j'utilise l'inégalité que j'ai prouvée précédemment avec a égale f de t et b égale g de t, de sorte que j'obtiens cette inégalité-là, que je vais intégrer très logiquement pour t entre 0 et 1. En fait, la croissance de l'intégrale, ça ne va pas changer le signe des inégalités. La linéarité, ça va me permettre de sortir le 1 sur p et le 1 sur q de l'intégrale. Donc on récupère du coup norme de f p à la puissance p, parce qu'effectivement, j'ai pas de 1 sur p. Donc bon, tout va bien. Mais c'est pas grave parce qu'on a supposé que norme de fp égale norme de gq égale 1. Donc en mettant la puissance p à la puissance q1, on trouvera toujours 1. Donc au final, on a bien... en fait, ça vaut 1. Ça vaut 1 aussi.
Donc au final, on a 1 sur P plus 1 sur Q à droite, et ça, par hypothèse sur les exposants conjugués, ça vaut 1, donc on a bien le résultat voulu, parce que le membre de droite dans l'inégalité de Holder, si on suppose que du coup ça vaut 1, et ça vaut 1, bah, je récupère 1 fois 1 égale 1, donc j'ai bien montré que le produit FG était inférieur ou égal à 1 dans ce cas-là. Maintenant, on va corriger la question 3, donc naturellement, on veut se ramener au cas de la question 2, donc l'idée, ça va être de définir des fonctions unitaires. Je prends f et g, deux fonctions telles que fp et g puissance q sont intégrables. Bah, je vais définir f1 comme f sur la norme de fp, de sorte que bah, si je prends la norme de f1p, bah, j'aurai 1. De la même manière, bon, bah, je définis G1 avec G sur norme de GQ. Mais donc pour diviser par norme de FP et norme de GQ, il faut bien supposer que norme de FP et norme de GQ sont différentes de 0. Donc j'étudie le cas où l'un des deux est nul. Bah, vu que on considère des normes, si norme de FP égale 0, c'est que f est la fonction nulle. De même, si GQ égale à 0, norme de GQ égale à 0, c'est que G est la fonction nulle. Donc l'inégalité de Holder, elle est trivialement vérifiée, on aura 0 inférieur ou égal à 0 dans ce cas-là. Donc on se débarrasse de ce cas-là, on peut supposer que norme de FP est non nulle et norme de GQ est non nulle, et je peux poser F1 égale F sur norme FP, etc. De sorte que je me ramène au cas précédent. Par la question 2, j'ai que la norme de F1G1 est inférieure ou égale à 1, puisque la norme de F1P est inférieure à 1 et égale à 1, etc. Donc en fait, on utilise la question 2 pour obtenir ça. Et donc, en utilisant ces relations-là, je récupère que f, c'est du coup norme de fp fois f1. Là, pareil, g, c'est norme de gq fois g1. Et au final, j'ai juste à remplacer fg1, donc par homogénéité de la norme, ça va faire sortir norme de fp, norme de gq, et j'ai toujours à l'intérieur le produit f1g1, la norme 1. Et ça, on a dit que c'était inférieur ou égal à 1. Donc au final, on a bien norme de fg1 inférieur ou égal à norme de fp, norme de gq. Ce qui donne bien le résultat voulu. Donc voilà, on a fini le problème. J'aimerais juste faire quelques remarques parce qu'en fait, c'est une inégalité qui est plus profonde qu'il n'y paraît. Donc déjà, si on prend p égale q égale 2, qui sont effectivement des indices conjugués, puisque on a bien 1,5 plus 1,5 égale 1, eh bien j'obtiens l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Vous pouvez le vérifier en prenant p égale q égale 1. Vous obtenez cette inégalité qui est celle de Cauchy-Schwarz. Maintenant, l'inégalité de Holder, elle marche aussi dans d'autres contextes. Donc effectivement, nous, on a pris f de t, donc on a pris a égale f de t, b égale g de t, et on a appliqué l'inégalité de convexité qu'on a intégrée. Mais en vérité, on aurait pu prendre des valeurs AK, BK discrètes, et on aurait pu les sommer, et on aurait obtenu exactement la même inégalité, mais en remplaçant du coup l'intégrale par une somme. Donc ça marche bien dans ce contexte. Et comme je l'ai dit, ça marche aussi avec des variables aléatoires, donc ça c'est peut-être un peu plus difficile à voir, mais je l'ai corrigé dans mon recueil de problèmes, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais donc on a exactement la même inégalité avec des variables aléatoires x et y, et où le e ajouré, ça va être l'espérance de ces variables aléatoires. Donc on voit bien qu'on a des relations qui sont semblables entre les variables aléatoires, les sommes finies et les intégrales. Et ça semble indiquer qu'il y a une théorie commune derrière tous ces objets mathématiques, et ça s'appelle la théorie de la mesure. Mais voilà, je n'en dis pas plus parce que c'est pas au programme de deuxième année. Et enfin, dernière remarque, en fait l'inégalité de Holder, elle reste vraie si P ou Q tend vers plus l'infini. Donc voilà, je rentre pas dans les détails, mais ça fonctionne aussi si P ou Q tend vers l'infini.